Bonjour, mes chers téléspectateurs, et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans d'autres éditions du 20 février 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des extraits d'émissions, d'entrevues qui ont été proposées tout au long de la semaine avec différents sujets. Premièrement, M. Yves Perron, nous avons eu la possibilité de lui parler sur différents sujets. Un premier sujet est l'érosion des berges. Il y a une pétition qui est présentement mise en ligne à la Chambre des communes concernant l'érosion des berges et M. Perron est venu nous parler de l'importance de cette pétition pour la protection des berges. On invite les gens à aller sur le site de la Chambre des communes, de signer cette pétition pour qu'elle soit par la suite validée et éventuellement peut-être encore là une mise en demeure, un recours collectif concernant cette problématique qui est très importante dans la MRC d'Autrey. En deuxième sujet, avec M. Perron, nous avons parlé de l'importance du poids du Québec justement à la salle des communes, à la Chambre des communes. Présentement, il y a une redistribution des comtés qui doit être faite par le directeur général des élections du Canada. Et à ce qu'on voit, c'est que le Québec perdrait encore un poids en termes de nombre de députés à la Chambre des communes. Le Bloc québécois s'insurge, fait des propositions, a déposé un projet de loi pour pouvoir s'assurer que la présence du Québec soit encore importante au sein de la Confédération. Un dernier sujet qui a été à l'ordre du jour, je pense, dans tous les médias cette semaine, c'est encore le siège de Ottawa. Et cette semaine, le gouvernement libéral a déposé la fameuse loi pour les mesures d'urgence et la position du Bloc québécois concernant cette adoption de décret suscite beaucoup de questions. Au niveau de M. Perron et du Bloc québécois, on parle possiblement que le Bloc québécois devrait voter contre l'adoption de ce décret et invite M. Trudeau et tous les autres, on pourrait dire, députés à aller avec une conciliation, une médiation, s'assurer que tout se passera dans l'ordre. Un autre sujet qui a retenu l'attention cette semaine, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Nous vous présentons en intégralité l'entrevue avec Mme Anne-Marie Picard, qui est la directrice générale de Créval, donc pour l'implication des municipalités et des organismes au niveau de la persévérance scolaire. Et par la suite, nous vous présentons deux événements qui vont avoir eu lieu durant cette semaine. Une est à Lanoraie, donc une envolée de montgolfières, et le deuxième, c'était des jeunes qui ont été applaudis, qui ont été encouragés par les parents à Saint-Ignace de Loyola. Maintenant, un autre sujet, on n'a pas le choix, il faut penser à on pourrait dire aux choses courantes de la vie. Et Mme Marie-Ève Lavoie, notaire, nous présente son nouveau livre, un livre qu'elle a pondu justement pour pouvoir éclairer les gens dans toutes les situations de la vie. Donc, on a besoin d'un notaire. On va parler, entre autres, de contrat de mariage, de succession, d'actes notariés au niveau des maisons. Vous avez aussi l'importance de faire affaire avec un notaire pour plein de choses de la vie. Donc, les notaires sont là, présents pour nous du début à la fin de notre vie. Et le livre présenté par Mme Lavoie est son premier et elle a décidé de pouvoir nous informer correctement sur comment utiliser, on pourrait dire, son notaire et quoi les lois qui s'y rapportent. Par la suite, nous avons rencontré M. Alain Vaillancourt. M. Vaillancourt est le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autrey. La Chambre a été mise un peu sur pause à cause de la pandémie, l'impossibilité de tenir des réunions, des rencontres, des conférences, mais avec le retour des normes, on pourrait dire normales, et le retour à la vie normale, la Chambre de commerce Berthier-d'Autrey est vraiment active et veut vraiment présenter une fin de saison à ses membres de façon très dynamique. Il aurait été donc question de souper tournant, on parle d'activités de réseautage, on parle des prochaines activités aussi qui sera les mises en lumière. On a parlé aussi du tournoi de hockey, tournoi de golf qui est organisé par la Chambre de commerce, ainsi que le fameux Berthier-Brou, qui est vraiment une des activités phares de la Chambre de commerce et qui nous permet de pouvoir avoir des dégustations, de rencontrer des brasseries, des microbrasseries au cœur de la ville de Berthierville.
Ce fut donc vraiment une semaine encore très occupée, très chargée au niveau de la MRC d'Autrey. Nous vous remercions d'être présents avec nous à toutes les semaines à cette semaine dans d'Autrey, en espérant vous revoir dimanche prochain pour une prochaine édition de cette semaine dans d'Autrey. Et n'oubliez pas, nous avons notre bulletin de nouvelles quotidien tous les jours à compter de 6 heures qui est présenté sur nos ondes. Vous pouvez l'enregistrer aussi. Et il est toujours question des points d'actualité qui se passent à Berthier et dans la région. Sur ce, bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain cette semaine dans d'Autrey. Bonne journée! On va terminer avec un autre sujet qui vous tient à cœur et je pense que vous avez eu des rencontres dernièrement avec du côté, on pourrait dire, de la rive sud là, du fleuve Saint-Laurent. C'est la fameuse érosion des berges. Je pense que c'est un dossier qui vous tient à cœur et que vous voulez justement encore amener le gouvernement à s'impliquer dans ce dossier-là. Pouvez-vous nous en parler aussi de l'avancement du dossier et de la fameuse pétition là, qui est lancée là? Avec plaisir. En fait, la démarche, elle est fort simple. L'idée, c'est qu'un politicien tout seul derrière un micro, puis avoir l'air bien intelligent, mais il n'y a pas beaucoup de poids. L'idée, c'est de susciter une démarche citoyenne. Puis ça, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire parce que les villes sont bien tannées de ne pas avoir d'appui. C'est depuis les années 90 que le fédéral s'est retiré de cette responsabilité-là, qui vise à investir, à aider financièrement les municipalités riveraines et les citoyens à protéger leur terrain. Il y a eu des infrastructures qui avaient été construites à ce moment-là qui ont manqué d'amour, je vous dirais ça comme ça, qui sont dans un état de décrépitude. Il y a des investissements importants à faire. J'ai des municipalités dans la circonscription qui ont dû procéder des travaux d'urgence pour sauver des portions de route. Là. On rit plus, là. C'est pas... j'ai perdu un pied de terrain. Là. Des fois, c'est la moitié du terrain. C'est des arbres matures qui s'en vont dans l'eau. Bientôt, ce sera les maisons des résidents qui seront menacées. Puis le fédéral fait ça comme ça, puis il attend que ça passe, il attend qu'on arrête d'en parler. Ça ne marchera pas comme ça. Donc, on a rencontré tous nos maires riverains avec Xavier Barcelou-Duval, qui est notre député dans Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères, qui lui travaille ce dossier-là depuis 2015. Et dans sa circonscription, les gens se sont organisés. Après avoir fait la pétition, ils ont lancé un recours collectif qui a été approuvé l'automne dernier. Ce sont de très longues démarches. Puis le dénouement de ce recours collectif-là, on ne sait pas ça va être quand non plus. Donc, au pire, on va se mouler sur cette démarche-là, puis on va y aller nous autres aussi en recours collectif. Mais là, on suit les étapes. On est en train, vous savez que j'ai une pétition qui circule, nous avons une pétition qui circule, que j'ai parrainée, une pétition d'un citoyen. Donc, j'invite toute la population à aller signer sur le site de la Chambre des communes. Vous pouvez visiter ma page Facebook, ma page web, pour trouver le lien de la pétition. C'est très important de la signer, et c'est la même que l'été dernier, mais à cause de l'élection, la dernière a été annulée à cause de l'élection. Donc, c'est important de signer de nouveau, même si vous l'aviez déjà signé, votre signature n'existe plus. Il faut signer cette version-ci qu'on pourrait déposer là, à la mi-mars. En parallèle avec ça, les maires des municipalités devraient voter des résolutions d'appui que je pourrais déposer en même temps pour donner plus de poids politique à la démarche. L'idée, c'est que je ne suis pas un sauveur là-dedans. L'idée, c'est que j'accompagne les gens de ma circonscription, les citoyens des municipalités, puis je coordonne, si vous voulez, les pressions vers le gouvernement fédéral. Puis ce qu'on veut, c'est l'établissement d'un programme. Et si ça ne bouge pas, bien nous autres aussi, on ira au recours collectif. Okay. C'est ça. Mais est-ce que le recours collectif qui est proposé, là, qui est en discussion, est-ce que ça peut-tu aider au niveau de la jurisprudence aussi, en voulant dire si celui-là est accepté, si la cause est positive et en faveur des plaignants, est-ce que ça va être plus facile de faire par la suite de la jurisprudence ou il faut tout recommencer parce qu'au gouvernement, ils vont dire c'est pas la même morphologie, c'est pas la même section de fleuve, c'est pas la même section de cours d'eau? C'est sûr qu'il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser, mais la jurisprudence, clairement, va quand même compter. Là. C'est sûr que c'est pour ça que là, se joindre au recours collectif de la Rive-Sud, c'est pas clair qu'on peut faire ça. Puis les gens non plus, ça fait longtemps qu'ils sont dans leur démarche, ne veulent pas nécessairement compromettre leur chance de succès. Mais nous, c'est pour ça que j'avais invité Xavier, pour qu'il explique aux maires quelles sont les démarches qui ont été faites là-bas et qu'on entame la démarche ici aussi. Puis, si on ne peut pas se joindre à leur locomotive, on va créer la nôtre. Puis, on va y aller en recours collectif aussi. Okay. Mais
l'idéal, c'est que nos pressions politiques, avec le recours collectif de la Rive-Sud, fassent comprendre au fédéral qu'il est temps qu'il s'implique et que là, on lance un programme pour aider à la protection de l'érosion des berges. Parce qu'avec la gestion des niveaux d'eau, les inondations, les changements climatiques, c'est pas sur le bord de s'estomper, bien au contraire, cette problématique-là. Donc, je pense que c'est de sa responsabilité au gouvernement fédéral de s'en occuper. OK. Et il faut dire que ça s'adresse à tous. Donc, tout le monde peut aller signer la pétition, pas besoin d'être un riverain, là, dans le sens que, Absolument, ça, il faut quand même le oui. spécifier. Et point 2, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, on est tous impactés par justement cette érosion des berges-là, parce que ça peut toucher des usines de filtration. Veux pas, ça touche aussi ton, le loisir d'utiliser le fleuve comme plaisancier. Là, je veux dire, c'est pas juste parce que tu demeures sur le bord tu demeures pas sur le bord du fleuve, comme on dit, que ton besoin d'avoir accès au fleuve et de l'avoir accès de façon correcte est important aussi. Je pense que c'est ça qui est un petit peu la prémisse en arrière. Là. Exactement. Merci de le mentionner, effectivement. Moi, j'invite toute la population à signer, que vous soyez riverain ou non, ne serait-ce que par solidarité pour les gens qui souffrent de cette situation-là. Et c'est avec le plus de monde possible qu'on va réussir à avoir les meilleurs résultats. OK. Vous, votre pétition, vous parlez vraiment du bord, on pourrait dire, de l'érosion des berges dans votre comté où vous touchez n'importe qui aussi peut façon générale. De façon générale. Bien sûr, l'action qu'on porte, là, c'est pour le comté, avec la mobilisation avec les maires, ainsi de suite, mais il n'est pas exclu que d'autres circonscriptions se joignent, mais de toute façon, la pétition, elle a une portée générale. Là. Donc, c'est pas spécifique sur Berthier-Masquinongé. C'est en général, tout le long de la voie maritime du Saint-Laurent, le fédéral devrait prendre ses responsabilités et aider les gens qui en souffrent à contrôler les problèmes d'érosion. OK. Donc, on se fait une invitation à tous. On peut aller justement sur votre site Internet de Yves Perron. On peut aller à la Chambre sur votre site au gouvernement, aussi à la Chambre des communes. On va le voir aussi, la pétition que vous avez mise. Exactement. Et le numéro de Perron.Québec ou sur Facebook. OK. Le numéro de pétition, déjà, c'est... je ne l'ai pas devant moi. Ah, OK, je vais le spécifier en bas dans mon entrevue. Et là, je vois dans votre communiqué qu'on parle de 3700. Il faut se rendre à 5000, c'est ça, pour qu'elle soit valide? Il faut se rendre à plus que 500. La dernière fois, au mois d'août, on était rendu à 600. Là. Non, mais moi, j'ai ici, OK, c'est E3748, excusez-moi. Je voyais c'est le code, excusez-moi, vous venez de le voir. Je pensais que c'était le nombre de personnes qui avaient participé à la pétition, mais c'est le numéro E3748. Et vous me disiez qu'il y avait environ 500 personnes à date? On était autour de 300, puis il faut se rendre à 500. Ah, OK, parfait. Mais on est bien confiant que ça va fonctionner, mais il faut continuer à en faire la promotion. Puis on a comme date limite, je veux juste être sûr qu'on me donne les bonnes informations. Le 10 mars. Le 10 mars. Donc c'est un dernier mois. Signez-la tout de suite, c'est la meilleure façon. Je suis en compagnie de M. Yves Perron, député du comté de Berthier-Masquinongé. Bonjour, M. Perron. Bonjour. Je veux juste qu'on se parle un petit peu aujourd'hui du poids du Québec. C'est important au Parlement, la présence du Québec qui a toujours été une voix, on pourrait dire, importante et imposante pour défendre les droits des Québécois. Et avec les fameuses refontes, les fameuses lois électorales, on s'enligne vraiment vers un déclin. Peux-tu nous en parler un petit peu? En fait, oui, on commence à projeter un nouveau redessinage de la carte électorale. C'est redessiné régulièrement et on veut s'assurer que chaque vote ait la même importance. Donc, c'est par population. Et dans le fond, ce qui est proposé par la Commission électorale, c'est vraiment un calcul mathématique. Et comme la proportion du Québec dans le Canada est de moins en moins importante, ça a été mentionné, là, on représentait quelque chose comme 36-37% à la création du Canada. Et plus ça va, moins on est important en pourcentage. Donc, on est rendu autour de 23-22 actuellement au moment où on se parle. Là. Et nous, on considère au Bloc que, considérant qu'on est une nation distincte avec nos particularités, que nos valeurs, nos choix ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux du reste du Canada la plupart du temps, on a besoin d'avoir un poids significatif au Parlement fédéral pour faire valoir notre poids. Et nous, on propose qu'on ne pèse jamais en bas de 25% dans la proportion des sièges. Parce que là, actuellement, ce qui est proposé, vous savez qu'actuellement, nous avons 78 députés sur les 338 députés canadiens au total. Et là, on ajouterait 3 députés. On ajouterait 3 députés
Donc, le total passerait à 341. Mais au Québec, on en retirerait un. Donc, on aurait 67 sur 341. Encore moins d'importance, encore une voix moins forte, encore moins d'influence sur les décisions finales, puis encore moins de moyens de bloquer des décisions qui peuvent être contre les intérêts de notre nation. Donc, c'est pour ça qu'on dit il faut arrêter ça. Là. Puis il faut adopter un principe que le Québec ne descend jamais en bas de 25 % de la représentation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on nous chante souvent les louanges du Canada en nous disant les deux peuples fondateurs, les deux peuples fondateurs, là, il y a le nôtre là-dedans, il faudrait le respecter puis le pouvoir l'entendre. Le jour où on tuera 10 % des voix, et tout le monde va s'en sacrer, là. Si vous me permettez l'expression. Oui. Là. Et tout ça, c'est tout un mécanisme qui est toujours mis, comme tu viens d'expliquer, qui est toujours mis en branle d'année en année. C'est bien ça? Ou après une élection? En fait, c'est périodique. Le dernier redécoupage a eu lieu en 2015. A été instauré en 2015. Donc, c'est à peu près aux 10 ans, là, je vous dirais. Là, on commence à travailler sur quelque chose qui pourrait être implanté là, autour de 2025. Là. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer à travailler là-dessus tout de suite, puis à faire valoir notre voix. Puis c'est normal qu'on ne respecte pas juste le calcul mathématique qui est proposé par les fonctionnaires, parce qu'il y a des réalités régionales aussi. T'sais, à ce compte-là, là, on n'aurait pas personne qui représente la Gaspésie, parce qu'il n'y a pas assez de population, ça serait regroupé avec 3-4 autres comtés. T'sais, à un moment donné, il faut être logique aussi. Puis on pense que l'identité québécoise mérite 25 % des sièges à la Chambre des communes. Puis de toute façon, vous savez bien notre option politique. Là, pour nous, la solution à tout ça, elle est fort simple. C'est l'indépendance du Québec, où on contrôlera 100 % des sièges. On pourra prendre des décisions qui sont toujours favorables aux intérêts de notre nation, puis continuer à être un partenaire avec le Canada. Mais là, on n'est pas encore dans cette situation-là. Fait qu'en attendant, nous, notre fonction, c'est de sauver les meubles un peu. Là. Donc, on essaie de préserver le poids du Québec au gouvernement fédéral. Préserver des droits acquis. Et le Bloc québécois fait une proposition, là, parce qu'il n'y a pas seulement le découpage, le nombre de personnes, il y a certaines particularités, comme vous venez de mentionner dans l'entrevue, concernant l'exemple de Gaspésie, qui a une question de territoire versus population. Et il y a des particularités dans cette loi, on pourrait dire, de découpage, qui pourraient être appliquées, qui pourraient être mis en branle pour conserver le poids du Québec dans la Confédération, disons, qu'on mettait un terme comme ça. Non? Exactement. Et est-ce que vous savez un petit peu les propositions, est-ce que c'est possible de résumer ces propositions-là? Oui, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'évidemment, on ne devrait pas perdre de siège. Puis si on en rajoute 3 dans le reste du Canada, on devrait en rajouter un au Québec. T'sais. À un moment donné, il faut garder. Puis notre proposition centrale, c'est de dire que le Québec devrait toujours avoir, plutôt que de dire cette fois-ci on descend, on calcule, on fait des pressions, adopter comme principe que le Québec a toujours 25 % des votes à la Chambre des communes. OK. Et ça, il faut que ça passe par un projet de loi? Il faut que ça passe par une... Oui, c'est ça. C'est un projet de loi qu'on a déposé. C'est un projet de loi que vous avez déposé. Autre sujet maintenant, qui est encore un petit peu de l'heure, on en entend parler un petit peu encore ce midi avec les événements qui se passent à Ottawa. Vous êtes vraiment prononcé contre l'adoption des mesures d'urgence. Là, vous êtes en appui, on pourrait dire, qu'est-ce que le Québec a dit. Il y a d'autres provinces. Là. Le Bloc va possiblement voter contre l'adoption de la loi, là, les modifications. Est-ce que j'ai bien compris? Je veux juste être sûr que je me trompe pas. Non, c'est ça. Puis écoutez, en fait, c'est une loi qui n'est pas nécessaire. Là, on se retrouve devant un premier ministre qui fait absolument rien depuis 20 jours. 20 jours, là. Et tout à coup, il se réveille parce que le président des États-Unis l'appelle, parce que le pont ambassadeur qui sert à, je pense, c'est 400 millions de marchandises qui circulent là-dessus à chaque jour, entre les États-Unis et le Canada, était bloqué. Là, il y a un appel du président américain. Tout d'un coup, là, il se réveille. Puis là, il dit, là, on va monter les mesures d'urgence. À un instant, les mesures d'urgence, là, c'est l'ancienne loi des mesures de guerre qui a été votée en 70, là. Je veux bien croire, là, elle a été modifiée en 88, elle n'a pas la même ampleur de rentrer dans les maisons sans mandat d'arrestation, puis tout de suite, comme toutes les horreurs qu'on a connues au Québec en 70. Mais c'est quand même une loi qui représente un certain danger là, au niveau des autorités. De plus, elle est complètement inutile. La preuve, le fameux pont ambassadeur dont je vous parle a été libéré avant l'adoption du décret.
sans mesure d'urgence. Il a été bien libéré. On a réussi à dégager la frontière qui était bloquée par des gens. On a même saisi des armes sur ce site-là, en Alberta. On a réussi à faire ça sans les lois des mesures d'urgence. Donc, pourquoi voter les mesures d'urgence maintenant si c'est pas pour donner l'impression que le bon premier ministre a pris les choses en main et qu'il est aussi fort que son papa quand c'est le temps de gérer les crises? C'est vraiment, je m'excuse, ça peut avoir l'air un peu gros ce que je suis en train de vous dire là, mais c'est vraiment l'impression que ça me donne. C'est hallucinant. Pourquoi avoir laissé faire tout ce temps-là? Puis pensons à la qualité de vie des gens qui habitent la capitale fédérale à Ottawa, là, qui depuis 20 jours ont les rues bloquées puis des klaxons sans arrêt pendant toute la nuit. Les premiers 10 jours, il n'y avait pas d'injonction interdisant les klaxons la nuit. Là. Donc, c'était l'enfer. Là. On a laissé faire. Qu'est-ce qui me permet de vous affirmer ça, Mme Yvon? Comparons avec la Ville de Québec. Oui, certains diront la Ville de Québec. La Ville de Québec a eu l'exemple d'Ottawa, mais la Ville de Québec a aussi eu un premier ministre proactif qui a parlé au maire de la ville avant la manifestation. Des mesures qui ont été prises avant l'arrivée des manifestants. On a ceinturé l'enceinte de l'Assemblée nationale pour protéger le secteur. On a quand même permis aux gens de manifester parce qu'on est dans une société démocratique et que, puis c'est pas une question d'opinion, c'est une question que les gens ont le droit de manifester, si on l'a toujours respecté. Donc, la manifestation à Ottawa, si elle avait été bien gérée, aurait pu durer 2, 3 jours, 4 jours. Et là, on commence à appliquer, après ça, les règlements municipaux, contravention, suspension du permis. Il y a même des peines d'emprisonnement qui peuvent être envisageables. Là. Et dans certaines circonstances, ça peut aller jusqu'à 1 an de prison sans la loi des mesures d'urgence. Tout ce que la loi des amendes, là, c'est plusieurs milliers de dollars. Tout ce que peut faire la loi des mesures d'urgence de plus, c'est geler ton compte pendant 30 jours. Si vous me donnez le choix, payer 50 000 d'amende ou avoir mon compte gelé pendant 30 jours, je vais choisir de faire geler mon compte. Ouais. Ce n'est que poudre aux yeux, ce n'est que récupération politique, et on a laissé s'installer cette manifestation-là parce qu'on allait l'utiliser politiquement. Et dès les premiers jours, d'ailleurs, Justin Trudeau nous l'a prouvé en insultant les manifestants plutôt qu'en les rencontrant. Moi, je veux bien croire que tu n'es pas d'accord, là, mais le comportement d'un chef d'État, ce n'est pas d'insulter tes citoyens. C'est d'aller à leur rencontre, d'écouter ce qu'ils ont à dire et de leur expliquer la pertinence de tes politiques gouvernementales. Je ne suis pas en train de dire qu'il aurait fallu retirer les mesures sanitaires, là. En train de dire qu'il aurait fallu aller rencontrer les manifestants, rencontrer en parallèle les représentants des camionneurs qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec cette manifestation-là. Je vous rappellerai que 90% des camionneurs sont vaccinés. C'était ça le déclencheur. Puis cette manifestation-là est devenue une canalisation de tous les gens qui sont à bout des mesures. Puis on en fait tous un peu partie, des gens à bout des mesures. Là. On est tous tannés. Là. Fait que je peux comprendre, mais il faut écouter ces gens-là. Il faut leur répondre, il faut leur dire, regardez, on va établir un calendrier de retrait des mesures raisonnables, basé sur la science. Aussitôt qu'on va pouvoir, soyez assurés qu'on va le faire, ils manifestent. On sent que, comme politiciens, les gens sont à bout, puis on fait tout ce qu'on peut pour retirer les mesures dès qu'on pourra, mais de façon prudente et raisonnable et responsable. Mais c'est pas ça que Justin Trudeau a fait. Il les a insultés, il les a traités d'enfants braillards, puis que c'est pas comme ça qu'elle a obtenu quelque chose. Complètement ignoré pendant 15 jours. 16 jours, je pense. Là, on est rendu à 20 jours, 16, 18 jours. Mais ça n'a pas de bon sens. Puis, au moment où il se réveille, je vous l'ai dit tantôt, il se réveille quand le président des États-Unis appelle. Parce qu'il y a un pont économique important qui est bloqué. Vous savez, c'est quoi le pouvoir de l'argent? On comprend aussi que le commerce est important. Il fallait le débloquer. Il a été débloqué. Alors, là, on veut effacer, si vous voulez, l'image de laxisme qu'il a laissé aller, pour donner l'impression d'être un homme politique fort, alors que, mon Dieu, on a affaire à quelqu'un qui se rapproche plus d'un bouffon que d'un premier ministre actuellement. C'est pas... en tout cas, mes mots sont durs, là. Non, mais c'est ça. Mais ils sont durs, mais en même temps, on peut pas adopter des lois graves comme ça, à la légère, juste pour sauver la face, là. Hey, on administre un pays, c'est grave, là. Et ça va créer un précédent. Cette loi-là n'a jamais été utilisée depuis 88 ans. Alors, ça n'a pas de sens. Et nous, on s'oppose à ça en grande partie parce que le premier ministre du Québec, avant même que le décret soit adopté, a dit « Nous, on ne veut rien savoir de ça sur le territoire du Québec. On n'en veut pas. » Là, présentement, c'est comme au projet à l'étude ou ça a été adopté? C'est pas parce que j'essaye de suivre. En fait, c'est un décret. Donc, c'est un décret d'urgence. Donc, il a été décrété. Il dispose de 10 jours pour le faire voter.
mais Ah, il est OK. en application quand même. C'est OK. un peu complexe, là. Donc, nous, on va débattre, on va s'opposer. Selon toute vraisemblance, le NPD semble s'aligner pour appuyer le gouvernement, donc ça devrait être voté. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas fait la lutte, puis qu'on n'aura pas essayé de démontrer à la population que c'est un geste qui OK. est inutile et irresponsable tant qu'à moi. Là. Parce Est-ce qu'après qu'ils ça, vous ont, est-ce qu'ils vous ont parlé d'une fin? Est-ce que c'est un décret qui dit ouais, on le c'est met là, prévu pour une juste durée de 30, c'est ça? il est prévu pour une durée de 30 jours. On est en compagnie de Madame Anne-Marie Picard, directrice générale de Créval. Bonjour Madame Picard. Bonjour Madame Yvon, merci de nous accueillir aujourd'hui. Bien, merci d'accepter aussi de donner une entrevue. C'était de ces 2 grosses semaines là, que vous avez. On va parler des journées de la persévérance scolaire. C'est important. Depuis que vous êtes en poste, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de manifestations, on a beaucoup eu de rencontres, on a parlé beaucoup de persévérance scolaire. Je pense que c'est encore important au niveau du Créval. C'est vraiment une des activités là, que vous mettez de l'avant d'année en année. Effectivement, la campagne des journées de la persévérance scolaire pour la Nodière, on calcule que bon an, mal an, on joint à peu près 18 de la population de la région là, par les activités inscrites cette année, malgré la pandémie. Il y a encore plus de 450 inscriptions à notre campagne qui, contrairement au reste du Québec, là, est prolongée sur 2 semaines pour la Nodière. OK. On a choisi des semaines de fin février, on pourrait dire, parce qu'il y avait 2 objectifs, si je me souviens bien. C'est à cette période-là que l'hiver finit et que on tombe dans une espèce, je ne dirais pas de morosité, mais il y a un certain épuisement, là, encore plus peut-être cette année, là, encore avec la pandémie, au niveau de l'enseignement et tout, et on n'est pas loin de la semaine de relâche, hein, c'est ça, statistiquement, excusez-moi, il y avait comme des statistiques qui disaient que c'était là qu'était comme comment je pourrais dire, le point culminant, pardon, le besoin, oui. Vous avez une bonne mémoire, puis c'est important de rappeler que cette campagne-là a été créée tout d'abord en Montérégie à la suite d'une consultation qui a eu lieu auprès des jeunes qui étaient aux études en Montérégie. Et ce sont les jeunes qui ont mentionné qu'ils avaient besoin de sentir le soutien de leur père, des gens autour d'eux, là, pour plus persévérer à l'école. Ce sont aussi ces jeunes-là qui ont mentionné la 3e semaine de février, comme vous le dites, un petit peu avant la semaine de relâche, mais aussi dans une période où la motivation est peut-être moins grande dans l'ensemble de la population. C'est pas pour rien que les campagnes de prévention du suicide ont lieu là, à cette époque-ci de l'année. Puis aussi, c'est un moment où certains jeunes vont avoir tendance à se dire, ceux qui ont des moins bons résultats, qui ne pourront pas terminer leur année, réussir leur année, alors que ce n'est pas vrai. C'est encore temps de mettre les efforts et d'aller chercher le soutien nécessaire pour terminer son année, là, passer son année, comme on dit. Donc, oui, c'est une campagne qui est importante, c'est une campagne qui répond à un besoin mentionné par les jeunes, et la période de l'année n'est pas choisie au hasard. OK. La persévérance scolaire, ça commence à l'élémentaire, hein, je crois. Vous avez beaucoup d'implications à ce niveau-là. C'est faux de prétendre que c'était un cas du secondaire, du cégep, de l'université. C'est dès l'élémentaire qu'on doit intervenir et qu'on doit dire aux jeunes, t'es capable, on va t'aider, puis on continue. Je vais vous reprendre, oui, au primaire, mais même avant ça, au préscolaire, puis pendant la petite enfance. Un enfant, le développement global de l'enfant, de l'ensemble de ses compétences, c'est important, oui, pour sa réussite éducative, mais pour tous les aspects de sa vie. Et c'est dès la naissance de l'enfant, dès sa conception, qu'on peut parler de réussite éducative. Au niveau du Créval, on est un organisme dont la mission est vraiment de concerter la région, faire travailler les gens ensemble autour de la réussite éducative. Donc, on a déjà eu des campagnes d'éveil à la lecture et à l'écriture destinées à la petite enfance. Et là, présentement, depuis qu'il y a Envolé 05, qui est la concertation régionale en petite enfance, on continue de s'impliquer dans cette thématique-là. Puis on a même certains outils cette année, certaines suggestions d'activités pour la petite enfance. La persévérance scolaire, je vous dirais pour conclure ça, c'est que c'est un enjeu de tous les âges
autant pour les jeunes que pour les adultes qui sont en formation présentement. OK. Et la pandémie n'a pas aidé, malheureusement, si on veut juste terminer. Il faut travailler encore plus fort. Vous m'avez parlé d'environ 450 organismes, personnes qui se sont impliquées. Vous, tantôt, en pré-entrevue, vous me parliez qu'il y avait beaucoup d'implications au niveau de Dautrey. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de façon générale, qu'est-ce qui va se passer dans notre MRC? Merci de me donner la chance. Effectivement, là, on a 450 inscriptions pour la région, puis on constate que même si cette année, on a été moins insistant au niveau de l'inscription, les gens sont au rendez-vous. Dans la MRC de Dautrey, par exemple, vous dire qu'il y a beaucoup d'activités dans les écoles, beaucoup d'activités de reconnaissance, beaucoup d'activités d'encouragement, beaucoup d'activités aussi pour faire réfléchir à qu'est-ce qui aide un jeune à persévérer jusqu'à l'obtention de son diplôme. On a aussi des employeurs, par exemple les Caisses des Jardins d'Autrey, dont le logo est derrière vous, qui vont porter le ruban pendant la semaine. Coffrage Synergie, ils sont très forts, cette entreprise-là, au niveau des vidéos. Bien, ils vont faire une vidéo sur justement l'importance de l'éducation, de la qualification. Le Béni de la Valtrie aussi va faire la promotion des journées par ses médias sociaux. Au niveau des villes et municipalités, il y a plusieurs villes et municipalités de votre région qui participent et qui font la promotion de la campagne de ces outils dans leurs outils de communication. On a l'organisme Déclic aussi, le groupe Déclic qui organise une lecture de contes animés à laquelle ils invitent les parents et l'organisme Au bord des mots qui vont faire une activité par enfant sur la prévention de l'intimidation en milieu scolaire. Donc, tout ça et plus encore, là, parce que les gens sont très dynamiques. Puis, nos outils qu'on a mis à disposition des gens cette année là, sont en rupture de stock. On a encore manqué de matériel cette année. Tant mieux. Donc, c'est ça, c'est un beau problème. Là. Mais tout ça pour dire que la MRC de Dautrey n'est pas en reste, là, puis qu'elle participe vraiment activement aujourd'hui de la persévérance scolaire. Donc, ça devrait être 2 semaines de couronner succès qui va encourager nos jeunes à se rendre à la semaine de relâche et après ça, terminer l'année. On espère que ça va bien se dérouler et que tout ce que vous m'avez parlé de tous ceux qui sont entourés dans on pourrait dire, dans la persévérance des jeunes, bien, se mettent ensemble vraiment pour aider à la diplomation, on pourrait dire, à avoir une belle fin d'année. On l'espère, puis juste mentionner que les journées de la persévérance scolaire, c'est un moment dans l'année pour se rappeler que tous les adultes, autant vous que moi, on a un rôle à jouer au niveau de la réussite éducative. On est là pour aider les jeunes à... C'est pas pour rien que le slogan cette année, c'est « Merci d'être des porteurs de sens ». Les adultes, on est là pour jaser avec les jeunes, s'intéresser à ce dans quoi ils étudient, s'intéresser aussi à leurs rêves, à leur aspiration professionnelle, les aider à développer leur autonomie, les aider à développer leur sentiment de compétence, leur rappeler qu'ils sont chanceux d'étudier dans un des meilleurs systèmes d'éducation du monde, puis qu'ils ont besoin de leur diplôme s'ils veulent aspirer puis vivre leurs rêves plus tard. S'épanouir, oui. C'est pas facile. La pandémie en rajoute une couche pour beaucoup. Donc, rappelons-nous d'être encore plus présents autour des jeunes, autour des adultes qui sont en formation actuellement. Parce que oui, c'est une clé, puis c'est un outil pour leur propre bonheur. Mais on se rappelle que le décrochage scolaire a des impacts économiques importants et qu'on a une responsabilité de développer un bassin de main-d'œuvre qualifié si on veut que la Naudière continue de se développer comme elle le fait présentement. Et je termine en vous disant que ce n'est pas pour rien que des entreprises comme Bridgestone, que les Caisses des Jardins de la Naudière aussi sont des partenaires financiers de cette campagne-là, parce qu'ils comprennent que pour le développement de la Naudière, c'est important que nos jeunes poursuivent et réussissent leurs études et même au-delà, s'impliquent dans leur société. Et peut-être le petit conseil qu'on pourrait donner, vous avez des enfants, des petits-enfants, appelez-le, demandez-leur comment ça va à l'école, t'es bon, continue, juste des fois la motivation, comme vous dites, de gens de l'extérieur, je pense que c'est peut-être le message qu'on pourrait lancer cette semaine, participer à la persévérance scolaire, appelez les jeunes, puis dites-leur qu'ils sont bons, comme vous venez de dire, et que ça vaut la peine qu'ils continuent. Il
Vous êtes mûre pour être porte-parole, Mme Yvon. Un jour, vous me demanderez. Ça va me faire plaisir de vous aider. En tout cas, gênez-vous pas. Je sais qu'au Créval, vous avez toujours des beaux projets. L'été, là, je sais que vous avez toujours des projets de lecture et tout. Qu'on se reparle, puis on reparle de vos projets. Merci et bonne journée de la persévérance scolaire. Merci beaucoup, madame. On est la journée de la persévérance scolaire. Monsieur Villeneuve avait fait une belle activité ici à la Norec. La montée d'une montgolfière. C'est impressionnant quand tu vois partir ça. C'est ce qu'on voulait faire. On voulait impressionner les gens. On voulait marquer leur imaginaire. Je pense qu'on a bien réussi. Oui, tout à fait. On a, nous, la semaine dernière, chaque élève a rempli sur une petite montgolfière de papier son rêve pour la persévérance scolaire, son rêve d'avenir dans lequel il va s'accrocher pour se motiver. On les a mis dans une boîte de la persévérance scolaire qu'on a remis à M. Martin dans la montgolfière. Au pilote, qui est parti avec tous les rêves de nos 408 élèves ici. Donc, c'était vraiment symbolique de dire on s'élève, on pense à ce qu'on est. C'est émotionnel, je vous dirais. Oui. Ça fait... En tout cas, félicitations. Je pense que c'était une belle activité, malgré le froid ce matin, là, mais... Alors, on encourage nos jeunes à persévérer, c'est une chose, mais on veut remercier nos enseignants, la direction, les bénévoles, le conseil d'établissement et tous les partenaires qui ont permis à ce moment magique de se produire ce matin à moins 20 degrés. Et n'oublions pas tous les parents aussi. Oui, merci beaucoup. Toute l'équipe. En tout cas, félicitations. C'était une belle thématique de voir envoler ses rêves. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bye-bye. De Madame Marie-Ève Lavoie, qui est notaire et qui a fait un livre Super conseil de votre notaire. Donc, c'est vraiment une belle initiative. Je pense que c'est suite à une réflexion dans votre pratique que vous vous êtes aperçu que les gens manquaient d'informations. C'est carrément le mot comme ça qu'on pourrait dire. Hein? Oui, mais en fait, je me suis pas levée un matin en me disant je vais écrire un livre sur le notariat. Là, ça s'est pas passé comme ça du tout. Dans ma pratique traditionnelle, je vois des clients à tous les jours dans tous les domaines qu'on peut imaginer. Là, donc, autant les transactions immobilières, les testaments, les mandats de protection, les procurations. Et moi, il n'y a rien qui m'attriste le plus dans ma pratique de rencontrer un client qui va acheter une maison, par exemple, dans les prochains jours et qui me dit... Et notaire, avoir su ça avant, avoir compris les effets juridiques de ce que j'allais acheter, peut-être que j'aurais pas acheté justement, ou peut-être pas à ce prix-là. Et là, quand le camion de déménagement est déjà prévu pour samedi et quand on a déjà accepté probablement beaucoup d'éléments dans notre offre d'achat déjà signés, ça peut devenir difficile de reculer. Donc, on dit souvent d'un notaire qu'il arrive très loin dans le processus immobilier. Donc, on est souvent un des derniers professionnels qu'on rencontre et on devrait plutôt être en amont. Donc, en amont du notariat, il est dans le livre. C'est ça. Et dans le fond, c'est que tu dis, arrêtons d'être un mal nécessaire, soyons proactifs, soyons... occupons-nous de nos affaires parce que tu t'occupes de tes choses, de tes rapports d'impôts, comme tu parles un petit peu de comptable, mais au niveau juridique, on a plein de choses qui réglementent notre vie. Tantôt, vous avez parlé d'achat de maison. Oui, c'est un gros bien, mais on parle de contrat de mariage, on parle de testament, on parle d'entente entre deux conjoints de fait. Donc, vous êtes là vraiment dans toutes les étapes de la vie. Là. Oui, exactement. Et il faut préciser que le livre ne remplace pas le notaire. Là. En fait, qu'est-ce qu'il fait?
c'est qu'il aide le lecteur, il aide la population à lever des drapeaux, donc à savoir lever des drapeaux dans son dossier. Donc, par exemple, si on achète une maison sans garantie légale, peut-être que je devrais aller m'informer plus par rapport à ça auprès d'un professionnel avant d'accepter. Donc, par exemple, si vous achetez en zone agricole, si vous voulez faire votre testament, dans tous les domaines, ça aide à sauver de l'argent par le fait même, là, parce que justement, en levant des drapeaux, en allant s'informer, on peut sauver des fois des dizaines de milliers de dollars là, en s'informant. Parce que vous êtes une profession réglementée, il faut le dire, on ne devient pas notaire en disant « bon, mais je vais aller mettre une petite pancarte notaire au-dessus de ma porte ». Vous avez des obligations légales, vous avez des responsabilités en tant que notaire de certifier ou d'authentifier. Donc, vous, comme tu viens de le dire, ça, je me permets de dire excusez, de dire, bien, vous clarifiez déjà en amont plein de choses, qu'on ne parle de testament, les gens vont dire « ah, je l'ai écrit sur un bout de papier, ça va être bien beau », mais tu t'aides pas, là, t'es pas... Exact. Mais en fait, le livre parle même du testament devant témoin, le testament aussi holographe écrit à la main, et il explique comment bien le faire, parce que même si on ne veut pas le faire notarié, encore faut-il le faire comme du monde, là, comme il faut, légalement, pour qu'on puisse l'utiliser à notre décès. Mais de toute façon, je pense que les gens, en lisant le livre, je vais les convaincre assez facilement que c'est peut-être mieux de le faire notarié. Là. Okay. Mais malgré ça, si vous voulez vraiment le faire autrement, mais il y a la manière de bien le faire. C'est une profession qui évolue beaucoup, mais est-ce que les lois, les choses que vous parlez, c'est quand même de base, là, parce que je veux juste amener le point, peut-être que là, on parle d'une information en date de 2022. Est-ce que ça risque d'évoluer ou il y a quand même des notions de base qui ne bougent pas, qui sont quand même présentement, on pourrait dire pas figées, là, mais je ne sais pas si vous comprenez, statuées, là, vraiment. Non, en fait, il risque d'être assez bon dans le temps, en tout cas dans les prochaines années, parce que ça évolue pas si rapidement que ça, le droit notarial. Tu sais, c'est sûr, il y a l'aspect un petit peu technologique, là, de plus en plus, les notaires sont ancrés dans la technologie et peuvent même faire signer des actes à distance, mais reste que le droit en arrière ne change pas tant que ça. Il y a un petit peu la nouvelle loi pour les condos, donc qui est en processus, mais que je parle déjà dans le livre de tout ce qui s'en vient. Donc, honnêtement, là, il risque d'être bon encore pas mal d'années. Et il faut le préciser, hein, que le livre, ce n'est pas un cours de droit. Là. Donc, tu sais, ça ne va pas super profond dans tous les sujets. Là. C'est vulgarisé, c'est simple à lire, il y a des astuces, des clins d'œil, des faits vécus. Là. Ça se lit vraiment très bien. Là. Donc, tantôt, vous venez je vais vous prendre au vol, vous parlez des condos. On vient justement, je pense qu'il y a vraiment des nouvelles règles et c'est peut-être là que la méconnaissance, quand tantôt vous disiez l'histoire tu vas voir le notaire quand tout est signé puis tout ça, mais c'est un des points peut-être les plus nébuleux encore, hein, le contrat de copropriété, parce que tu as l'acte de vente, mais il y a aussi un autre document qui s'appelle, on pourrait dire le contrat, l'entente entre les copropriétaires, et c'est peut-être plus ça qui est encore plus important de savoir comment ça fonctionne, à la limite, que l'acte de vente. Là. Oui, effectivement, mais il y a une excellente section là, sur les condos, là, justement. Qu'est-ce qu'il faut regarder exactement avant d'acheter? Donc, avant de passer chez le notaire, il y a des choses à vérifier super importantes. Là. Donc, on en fait mention justement dans le livre et surtout avec les nouvelles lois qui s'en viennent, ça vient quand même changer la donne pas mal. Là. Donc, c'est important là, de bien s'informer encore là. Et en même temps, le livre vient démystifier la profession. Là. Donc, on va venir comprendre, on va venir expliquer aux gens qu'est-ce que votre notaire va faire dans votre dossier par la suite. Là. Donc, en même temps, non seulement ça l'aide les gens, ça donne des astuces, ça donne des conseils, mais aussi, on vient démystifier la profession là, qui est quand même très méconnue au Québec. On peut résumer, vous êtes d'accord avec moi, qu'avoir un notaire, c'est comme un médecin de famille. Quand on parle avec le même notaire, il est au courant de toute ton évolution dans ta vie. Il est capable de te conseiller au même titre là, dans toutes les étapes de ta vie, là, comme vous venez de parler, que ce soit au niveau des contrats, des testaments. Vous pouvez accompagner le client vraiment jusqu'à la fin de vie, malheureusement. Là, mais, oui. Oui. En fait, moi, j'ai des clients, donc j'étais là pour leur premier enfant, l'achat de leur première maison, le chalet. Ensuite, leurs parents sont décédés, donc ils sont revenus me voir. Donc, honnêtement, moi, je suis très chanceuse d'avoir une superbe profession qui me permet d'être présente dans la vie des gens, autant dans les moments heureux que dans les moments malheureux. Donc, je suis vraiment présente dans tous leurs événements importants. Là. Et la dernière question, justement, vous me parlez des parents, c'est... On a le droit de choisir notre notaire comme on choisit un autre professionnel. Ce n'est pas une obligation
comment je peux dire ça, c'est une obligation personnelle, dans le sens que je veux dire, c'est toi qui peux aller rencontrer quelqu'un. Ça ne devrait pas être imposé d'une certaine façon, là. Non, en fait, c'est rarement imposé là, par qui que ce soit. Là. En fait, vous avez toujours le choix de votre notaire. Dans une transaction immobilière, c'est l'acheteur qui choisit. Mais sinon, là, en général, pour un testament, il faut que ça soit un fit, là, si je peux me permettre. Là. Donc, c'est comme un notaire de famille. C'est un très bon terme là, que j'aime utiliser. C'est comme un médecin de famille. Donc, un notaire de famille, il faut que la relation se développe et vous êtes toujours libre, là, évidemment, de votre notaire. Mais vous me parlez, oui, que normalement, c'est l'acheteur là, qui choisit son notaire, mais il n'y a rien qui empêche de parler à son notaire à lui pour vérifier si, comme vendeur, si on a vraiment prévu toute la transaction comme il faut pour être sûr que la transaction se passe bien aussi. Là. Parce qu'on parle autant de servitude, vous parlez de certificat de localisation, de documents à jour. C'est vous qui êtes un peu la chasse gardée de toutes ces choses-là là, en tant que vendeur. Là. Exactement. Et là, ça revient au fait que justement, le notaire devrait être en amont dans le processus d'achat d'une maison. Donc, autant du côté acheteur que vendeur, chacun devrait aller consulter peut-être un notaire pour sa situation particulière, pour être sûr justement qu'il n'y a pas de problème qui va peut-être juste ressortir lors du notaire à la fin. Donc, c'est peut-être pas dernière minute qu'on veut savoir s'il y a un problème dans une transaction, c'est peut-être plutôt au début. Donc, voilà encore un autre élément là, qui prouve qu'un notaire, c'est très important au début du processus. Donc, on rappelle le titre de votre livre, Super conseil de votre notaire, un livre à garder comme à votre table de chevet le soir avant de se coucher, lire un chapitre à la fois puis pouvoir réfléchir sous ça. Le lancement se fait officiellement cette semaine, c'est bien ça? Oui, en fait, il sort officiellement le 9 février. Donc, dans toutes les librairies, on peut le commander partout, là, sur tous les sites de vente de livres. On va vous souhaiter bonne chance. Je ne sais pas si ça va être votre premier ou votre dernier, mais continuez dans la bonne veine. C'était très intéressant de vous parler aujourd'hui. Puis, on va vous suivre dans votre carrière littéraire en termes de notaire. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonjour, je suis en compagnie d'Alain Vaillancourt, directeur général de la Chambre de commerce d'industrie d'Autriche. Ça va bien, Alain? Tu as passé à travers l'installation et tout? Oui, ça va bien. Ça fait maintenant 8 mois que je suis à la Chambre. Et donc, les premiers mois ont été assez fertiles là-dessus. C'est rock'n'roll un peu. Oui, ça a été rock'n'roll, mais les choses se placent, puis ça va bien maintenant. OK, c'est ça. La Chambre a fait des belles réalisations, justement, de la fameuse revue là, qui est envoyée. C'est quoi? C'est à peu près à tous les 2 mois, quoi, votre objectif? C'est à tous les 2 mois, c'est ça. 6 parutions par année. Là, on en a publié 2 en 2021, à l'automne. Et la 3e va être publiée à la fin février. C'est quoi les sujets qui sont abordés un petit peu? Ça parle de la vie économique? Bien évidemment, c'est des sujets économiques, oui, qui s'adressent aux gens d'affaires, il ne faut pas le nier. Il y a beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans nos entreprises. Okay. Par exemple, la prochaine édition, on fait un reportage sur l'EBI, okay. qui évidemment qui est une entreprise phare de la région. Et on a parlé du centre-ville dans la première édition, du développement du futur du centre-ville de Berthier. On a parlé de l'importance de l'achat local dans la 2e édition. Et là, on fait un reportage sur l'EBI, mais il y a beaucoup d'autres informations, des chroniques de professionnels de la région, assurance, droit, qui informent nos lecteurs, évidemment, sur soit de l'investissement ou des sujets qui peuvent toucher les entreprises. Donc, c'est distribué directement dans le Publisac, hein, c'est ça, il faut dire? C'est distribué par la poste aux entreprises. Ah, OK. Et les 2 premières étaient distribuées par la poste aux entreprises, et comme on avait une subvention de la Fédération des chambres, on pouvait l'envoyer partout. Okay. Maintenant, on ne peut plus, financièrement, ça ne serait pas possible. Donc, on est limité dans la distribution, mais notre clientèle première, c'est des entreprises qui vont tous faire ça. Vont tous le recevoir, c'est bien. Quand je parle des entreprises, on pourrait parler de l'importance de l'adhésion à la Chambre de commerce, hein, pour que ça crée, on pourrait dire, une voix forte là, au niveau autant des instances municipales et partout. Une force de réseautage importante. Là, on a un tout nouveau site web qui depuis le mois de décembre, la fin décembre, mais qui est transactionnel. Donc, les gens
peuvent aller sur le site soit pour s'inscrire ou pour toute activité. Tous les billets vont être disponibles. L'information va être là, évidemment. Et les billets vont être disponibles et les gens s'inscrivent sur le site web et ils peuvent payer par le site web ou demander une facture payée par chèque pour ceux qui payent encore par chèque. Mais toutes les transactions vont se faire maintenant sur le site web. OK. Tu me parles du nouveau site web, oui, qu'on est allé voir et tout. Les prochains événements qu'on va avoir, justement, vont être annoncés sur le site web. Mais là, ce matin, on peut parler, on est le 9 février, le gouvernement nous donne un peu de temps de respirer et de pouvoir... Et que ça tombe bien. Ça tombe bien. Notre rencontre aujourd'hui, parce qu'évidemment, hier, comme tout le monde le sait, ça a débloqué. Et on avait évidemment plusieurs organisations en attente, si on pouvait les réaliser ou pas. Et ben là, maintenant, on sait qu'on avait planifié de toute façon un calendrier, mais en gardant des activités, excusez le terme, en stand-by, ne sachant pas si on pourrait les faire. Est-ce qu'on peut parler d'activités qui s'en viennent? On peut certainement, parce qu'il y en a plusieurs. Allons-y, c'est ça, oui. D'abord, à la fin mars, il va y avoir un dîner-conférence avec le nouveau maire Dominique Perry. Ah, c'est très bien, oui. Qui va pouvoir venir parler de ses projets futurs et des activités du 350e, qui est important. Et évidemment, comme c'est la Chambre de commerce, bien, parler de sa vision économique de sa municipalité. On va avoir aussi, à compter, la première édition, ça va être le 16 mars, la première présentation à tous les mois, à tous les troisièmes mercredis du mois, une activité, un déjeuner réseautage. Ah, c'est bien. C'est qu'il n'y aura pas de conférencier, c'est simplement pour que les gens d'affaires viennent se rencontrer. Ils discutent entre eux de leur entreprise et ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent offrir, tout ça. Il peut y avoir éventuellement des gens qui viennent parler en avant, mais ce n'est pas des conférenciers. Ça va être des gens d'entreprise qui viennent parler de leur entreprise, tout ça. Mais c'est surtout fait pour que les gens aient un contact direct entre eux. Donc, la première édition va être le 16 mars et ça va être mensuel. Est-ce que ça va être dans différents restaurants? C'est ça, on va espérer. Ceux qui sont, oui, puis maintenant on va pouvoir le faire justement. C'est une activité qui était en attente, mais évidemment, on veut encourager le plus de commerçants possible, donc ça va être la tournée des restaurants. Pour relancer cette industrie dans la région, moi c'est important. Les restaurants pauvres, ils ont bâti, il faut le dire. Là. Alors, c'est parmi ceux qui ont été les plus touchés. Alors, je pense que c'est pertinent d'aller les encourager. À la fin avril aussi, il va y avoir une activité. On a établi ça hier, on avait une rencontre pas des trois chambres de commerce, parce qu'à la Valtrie, c'est le Régal. Mais avec la Chambre de commerce de Brandon, la Chambre de commerce de Pertier-d'Autrey et le Régal, un souper tournant, mais qui va être beaucoup plus vaste qu'un tournée tournant. Il va y avoir un encan, des prix à faire tirer, des prix de présence, des prix à faire tirer par encan, des activités pendant le souper. Un conférencier aussi, ça va être un gros kit. On va faire 3 activités en un. On en profite pendant qu'on a le droit. Oui, effectivement. C'est ça, on avait la réunion hier en espérant qu'il y aurait des déblocages aujourd'hui et ça s'est produit, tant mieux. Qu'est-ce qu'on a aussi? En mai aussi, il va y avoir les mises en lumière. Oui. Ça, on invite, c'est une activité pour permettre aux jeunes de souligner la part d'une personne, soit un dirigeant d'entreprise ou un employé ou un bénévole qui s'est démarqué. Ça peut être quelqu'un qui a fait un bénévole pendant la COVID, qui s'est démarqué, ou quelqu'un qui a une idée originale dans son entreprise ou quoi que ce soit. Donc, ils peuvent aller sur le site web, inscrire la personne sur le site web il y a un formulaire là, très simple où ils font une petite description de ce que la personne, de ses réalisations. Et on va mettre ces personnes-là en lumière lors d'un souper qui va avoir lieu. Il y a plusieurs activités où on n'a pas encore les dates précises parce qu'on attendait justement de pouvoir. Mais au moins,
mais aussi que ça va avoir lieu au mois de mai. Okay. En juin, on peut-tu parler du Berthier-Brou? Oui, il revient le 4 juin. Okay. Ça, c'est déjà déterminé parce qu'on pensait bien que d'ici le mois de juin, ça débloquerait. On devrait être en vie. Ouais. Fait que oui, il revient avec, il va y avoir au moins 12 microbrasseurs qui vont participer. Alors, c'est un événement, même si c'est un événement familial avec des jeux d'enfants. Des chansonniers encore? Oui, mais ça ne sera pas des gros spectacles. Il y avait des spectacles. Dans le passé, oui. Plus des. On n'a pas encore invité des personnes qui vont participer, mais des chanteurs, ce qu'on appelle des chanteurs de rue. Des animateurs de rue. On appelait ça dans le temps des troubadours. Oui, je comprends, non, c'est bien. Mais tu sais, qui vont venir animer, chanter à tour de rôle. Donc, on garde la garde du 4 juin. Faut que le soleil est déjà commencé, la chaleur, tout est commandé. C'est ça qu'on comprend. Oui, effectivement. Tout est déjà prévu pour ce temps. Est-ce que les 12 microbrasseries sont déjà sélectionnées ou il y a des appels présentement? C'est-à-dire qu'on est en train de les contacter. Là, il y en a qui nous avaient déjà appelé pour savoir si on comptait le faire. Mais on est en train de se faire le contact avec. Non, c'est une très belle activité. Mais ils sont toujours participantes. Oui. C'est pas dur de les rassembler. Là, on comprend que le tournoi de hockey, ça. Le tournoi de hockey, oui, il est prévu. Ah oui, OK. Oui, les 6, 7 et 8 mai, on le faisait au mois de mars. Oui, à cause de la COVID, on l'a reporté. Là, ça va être le 6, 7 et 8 mars, le défi défi entreprise. C'est les activités finissent à l'Arena la semaine d'avant. OK. Donc, la ville a accepté de prolonger d'une semaine son temps de glace. Oui, OK. Les autres ligues, là... Il n'y aura plus de ligue de hockey, de patinage. Donc, la seule activité qu'il va y avoir cette fin de semaine-là, c'est le défi entreprise. Donc, les heures de glace devraient être un petit peu mieux. On espère être capable de pouvoir avoir... On a plus, évidemment, on a le choix des heures de glace, comme il n'y aura pas d'autre chose. Au lieu d'être finir en soir et tard, ça peut recommencer plus avant midi, plus dans la journée et tout. Donc, ça aussi, on l'avait prévu, on a commencé des démarches, mais évidemment, c'était en attente, mais là, ça va débloquer. Donc, autrement dit, on peut dire que la Chambre de commerce va terminer en Lyon. Oui. En gros, c'était un peu on pourrait dire sur la glace, mais là, vous partez en date d'aujourd'hui, on peut dire que vous partez en Lyon. On avait prévu le tournoi de golf au mois de septembre, le 8 septembre prochain. Okay. Ça va être le tournoi de golf qui va revenir au club de Berthier, évidemment. Okay. Ça aussi, c'est très populaire, ça connaît un gros succès chaque année. Et c'est ça, il va revenir. On l'a repoussé, évidemment, dans le temps, parce qu'on ne savait pas, mais au mois de septembre. Okay. Alors, en terminant, si on parle juste des horaires de la SAEQ, vous êtes toujours maintenant, c'est plus sans rendez-vous, donc on peut se présenter, ou c'est encore avec rendez-vous? Non, c'est sans rendez-vous, on ne prend pas de rendez-vous. C'est pas avec ou sans rendez-vous, c'est sans rendez-vous. Okay. Les gens peuvent venir, puis il n'y a pas de temps d'attente. Les gens, là, maximum de temps d'attente, c'est 5 minutes, parce que maintenant, avant, on avait une seule préposée. Okay. Maintenant, on a 3 préposés. Okay. Il y a Judith, Judith Roberge, qui est mon adjointe, mais qui travaille aussi, qui fait des heures pour la SAC. Donc, on a 3 préposés. Donc, on est ouvert maintenant. Avant, c'était fermé le vendredi. C'est-à-dire qu'on est ouvert juste pour le commercial, parce qu'on fait beaucoup de commercial avec payé et tout ça. Donc, maintenant, c'est 5 jours semaine. Les gens peuvent aller voir sur le site de la Chambre les heures d'ouverture chaque journée. Le jeudi, c'est jusqu'à 6 heures. Alors, là, la machine est ouverte aussi. Ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la SAC de Berthierville, qui viennent d'autres régions, parce qu'ils prennent des rendez-vous, c'est compliqué. Chez nous, ils ne prennent pas de rendez-vous, ils se présentent, ils passent, ils attendent pas. Bon, c'est bien beau. Bon, mais je te remercie beaucoup, Alain. Je pense qu'on a fait le survol pas mal de la Chambre de commerce où on en est, puis les activités reprennent, on pourrait dire sérieusement. On est bien content de pouvoir reprendre, d'ouvrir la machine au maximum. D'accord, mais je te remercie, Alain. Merci à toi. Merci.